Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous venons de voir quelques instructions élémentaires dans la vidéo précédente et maintenant en fait nous aimerions utiliser ces opérations-là et notamment les opérations pour les tests pour permettre en fait à nos algorithmes et du coup nos programmes d'être un petit peu plus flexibles. Pour l'instant en fait nos algorithmes ne faisaient pas de choix, c'est-à-dire en fait qu'ils partaient de la première instruction et ils déroulaient simplement l'algorithme vers le bas, faisant instruction après instruction jusqu'à arriver à la dernière, et une fois que la dernière instruction était terminée, l'algorithme s'arrêtait. Nous n'avons pas cette flexibilité de dire par exemple que l'algorithme prend des voies différentes en fonction de l'évaluation de certaines conditions. Si je suis dans ce cas-là, alors je vais faire ça, sinon je vais plutôt faire autre chose. Il nous manque en fait une structure qui va nous permettre de faire notre choix. Et cette structure, c'est la structure conditionnelle qui va faire l'objet de cette vidéo. La structure conditionnelle va se bâtir en fait sur une expression booléenne. Alors je vous rappelle qu'une expression booléenne, c'est une expression que l'on peut évaluer sans ambiguïté à vrai ou faux, pour savoir en fait si on est dans un certain cas ou dans un autre. Nous allons voir au travers de cette vidéo comment construire une condition, qu'est-ce qui fait qu'une condition est une condition valide, et nous allons ensuite réagir en fonction de cette condition. Si cette condition est vraie ou fausse, nous allons en fait avoir des instructions différentes qui vont se dérouler. Nous allons voir qu'il est possible de construire des conditions complexes à l'aide des opérateurs logiques et ou et non que nous avons déjà abordés dans les opérateurs de base. Dans les opérations de base, nous allons juste aller un petit peu plus loin pour voir un petit peu comment ces opérateurs fonctionnent. Nous allons ensuite pousser la condition un petit peu plus loin. Nous allons voir comment construire des conditions multiples et comment faire des conditions imbriquées, c'est-à-dire en fait des conditions qui sont elles-mêmes imbriquées dans d'autres conditions. Et ça va nous apporter en fait énormément de souplesse au niveau des programmes que nous allons écrire. Nous allons enfin pouvoir réagir à partir de la valeur d'une variable ou de ce que l'utilisateur nous a saisi, et nous allons pouvoir avoir un même programme qui va effectuer des tâches bien différentes. La première étape est donc de savoir comment je vais construire une condition. Alors construire une condition, d'abord il faut savoir ce qu'est une condition. Donc une condition, c'est simplement une expression qui peut être interprétée à vrai ou à faux sans ambiguïté par la machine. Et donc tout simplement, il va pouvoir en fait la ramener à une valeur booléenne, vrai ou faux. En fait, on se rend bien compte qu'une condition à évaluer, c'est pas très compliqué. Si par exemple je propose à mon ordinateur est-ce que 1 est inférieur à 3, eh bien il va me dire clairement que cette condition est vraie, il peut l'évaluer, il sait que 1 est inférieur à 3, ce sont des règles d'arithmétique qui lui permettent de dire ça, et donc en fait il va simplement pouvoir me dire que cette condition est vraie. Si je lui dis par exemple est-ce que x est supérieur à 5, alors on va avoir un petit peu plus de difficulté à répondre à cette question, puisqu'il va falloir déterminer quelle est la valeur de x. Si x est une valeur qui a déjà été initialisée et qui contient une valeur, c'est donc une variable qui contient une valeur, alors je pourrais comparer très facilement si la valeur qui est contenue dans la variable x est plus grande ou non que 5. Et ensuite, une fois qu'on a évalué cette condition, eh bien cette condition va pouvoir être évaluée grâce à une structure conditionnelle du type si, ensuite on va avoir une condition alors. Et donc on va lancer une série d'instructions seulement si la condition retourne vrai. C'est pour ça que c'est très important en fait de comprendre cette notion de condition qui me permet justement de renvoyer une valeur vraie ou fausse. Comment je vais donc pouvoir réagir à une condition ? Alors tous les langages de programmation permettent de réagir en fonction du résultat d'une condition, et on va s'apercevoir que même la structure en fait dans les différents langages est quasiment identique. Alors la structure pour réagir à une condition, je l'ai en fait mis en rouge ici. On va devoir avoir un si, puis on va devoir avoir une condition, donc c'est une expression qui peut être évaluée à vrai ou à faux, et selon le résultat de cette condition, si c'est vrai, alors on va faire une liste d'instructions à faire si la condition est vraie. Sinon, eh bien en fait, on va faire des instructions qui vont devoir dérouler si la condition est fausse. Donc en fait, on va pouvoir évaluer et faire un choix. Je vais faire des choix différents selon des valeurs de variables, selon des choses qui me sont données par l'utilisateur et ainsi de suite. Donc c'est très important de comprendre cette structure qui est pas très compliquée, mais cette structure en fait va nous amener de la flexibilité dans nos algos. Elle va nous permettre en fait de faire des choses différentes et de réagir en fonction de valeurs de certaines variables.
Alors ce que je vous propose de faire, c'est directement d'écrire un petit algorithme qui va reprendre cette notion de structure conditionnelle, et on va voir comment tout ça, ça va se mettre en place. Alors on va écrire un petit algorithme qui demande un nombre entier à l'utilisateur, et l'algorithme affiche si le nombre est pair ou impair. Donc en fait, on va s'apercevoir qu'on a deux choix. Le nombre entré par l'utilisateur, il peut être soit pair, soit impair, et donc on va tout simplement demander dans l'algorithme d'évaluer le nombre, et en fait de réagir en fonction. Si le nombre est pair, je l'indique, si le nombre est impair, je l'indique également. Alors, la première question qu'on peut se poser, comment je vais pouvoir tester cette parité? Avec quel opérateur je vais pouvoir la tester? Eh bien, en fait, vous savez depuis le début que quand vous avez appris probablement à l'école primaire que si jamais vous voulez savoir si un nombre est divisible par 2, eh bien en fait, vous avez retenu que c'est un nombre qui finit par 0, 2, 4, 6, 8. Ce sont les nombres qui sont divisibles par 2. Ok, alors ça c'est pas une opération, hein, c'est plutôt une constatation, mais on peut aller un petit peu plus loin, on peut trouver un opérateur, et on avait parlé de l'opérateur modulo. Modulo, c'est tout simplement un opérateur qui me permet de récupérer le reste de la division entière. Et donc, on va s'apercevoir que si je prends un nombre, par exemple impair comme 25, et que je le divise par 2, voilà, et que je le divise par 2, en fait, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 12 reste 1. Et donc, on peut se dire tout simplement que si je divise un nombre impair par 2, le reste va être 1. Si je divise un nombre pair par 2, eh bien le reste va être égal à 0. Donc, je peux me baser en fait sur le reste de la division entière pour en fait savoir si un nombre est pair ou impair. S'il est pair, eh bien le reste de la division par 2 est égal à 0. S'il est impair, le reste de la division entière par 2 est égal à 1. Et j'ai plutôt du bol parce qu'en fait, le reste de la division entière, c'est un opérateur qui s'appelle modulo, qui est souvent représenté par un %, et c'est lui qui va me permettre de savoir en fait si un nombre est pair ou impair. Ok. Donc en fait, là j'ai toutes les cartes en main, je n'ai plus qu'à construire mon algorithme. Alors écrivons un algo qui demande un nombre entier, qui affiche le nombre pair et impair. Ok, ça marche. Alors, au niveau des variables déjà, j'ai quelques variables que je vais devoir mettre en place. Alors les variables que je vais devoir mettre en place, déjà, qu'est-ce que je vais avoir besoin de stocker? Alors je vais demander à l'utilisateur de rentrer un nombre entier. Donc ça veut dire que ce nombre entier, je vais devoir le stocker quelque part. Alors j'appelle ce nombre entier n, et je lui donne de type entier. Puis l'algorithme démarre et se termine. Alors la première étape, c'est quoi? C'est déjà, il faut que je demande à l'utilisateur de donner un nombre que je vais pouvoir évaluer. Bon, donc il faut que je lui dise donner un nombre. Voilà. Et je vais donc saisir le nombre, je vais donc récupérer le nombre n qui m'a été donné par l'utilisateur. Après cette étape, n contient le nombre qui a été saisi par l'utilisateur. Et c'est donc ce nombre-là que je vais devoir évaluer. Alors, je vais devoir évaluer sa parité. Donc, si le reste de la division de n par 2 est égal à 0, ok, et bien dans ce cas-là, je peux afficher que le nombre est pair. Ok. Sinon, je ne suis pas dans le cas où le reste de la division entière de n par 2 est égal à 0. Donc le seul autre cas, c'est que la division de n par 2 est égale à 1. Et donc je suis sur un nombre impair. Alors, je ne suis pas obligé de le retester. Hein, c'est tout simplement, si je suis dans ce cas-là, c'est que la condition est fausse. Et donc si le nombre n'est pas pair, eh bien je peux tout simplement dire que le nombre est impair. Et j'oublie pas de terminer ma structure, sinon, par un fin si, fsi, pour simplement, ça me permet en fait de retrouver facilement que mon si démarre ici, j'ai le sinon qui est là, et j'ai le fin si qui met fin à ma structure de si alors sinon. Et tout ce que je vais écrire derrière le fin si, ici, va de nouveau être dans la partie commune du programme. Le choix est terminé, je suis de nouveau dans un déroulement en fait séquentiel de mon programme. Voilà. Donc tout simplement, j'ai mes variables, j'ai demandé un nombre, j'ai saisi un nombre, et j'ai donc vérifié si le nombre était pair ou impair. Ok, j'ai tous les éléments, et mon algorithme est donc déjà terminé. C'était pas très compliqué celui-là. On va revenir simplement rapidement sur les opérateurs logiques, puisque c'est des opérateurs qui vont nous permettre de créer en fait des conditions plus complexes.
Alors, les opérateurs qu'on utilise habituellement en algorithmie et dans les langages de programmation sont au nombre de 3. Il y a l'opérateur et qui va nous permettre de combiner deux expressions booléennes et qui va nous renvoyer vrai si les deux expressions sont vraies. Si on a une des deux qui est fausse ou que les deux sont fausses, l'expression en fait est évaluée à fausse. Donc on va retrouver là une table de vérité qui nous dit en fait que si A et B, les deux expressions sont vraies, alors A et B est vrai, et dans tous les autres cas, en fait, je vais me retrouver avec A et B à faux. Donc je passe assez rapidement là-dessus, puisqu'on est rentré assez dans les détails sur ces opérateurs lorsque l'on a vu les opérations de base. L'opérateur OU, lui, eh bien, il va s'intercaler également entre deux expressions booléennes, et lui va valoir vrai quand l'une des deux expressions va valoir vrai, ou les deux, et le seul moment où l'expression booléenne avec un OU va valoir faux, c'est quand les deux opérandes, en fait, vont valoir faux. Donc faux ou faux, ça va donner faux, tout le reste, en fait, va donner vrai. Dernier opérateur, qui est l'opérateur de négation. L'opérateur de négation va simplement prendre l'inverse d'une expression booléenne. Donc si une expression booléenne vaut vrai, bah non, cette expression va valoir faux. Et si une expression booléenne vaut faux, eh bien non, cette expression va valoir vrai. On a juste un retournement de la valeur, en fait, de booléenne de l'expression. Chose intéressante, effectivement, la négation d'une négation revient de nouveau à la forme positive. Non, non A va me redonner A. Ok. Donc simplement, je tenais à le rappeler pour qu'on ait l'étape de vérité en tête, pour que l'on puisse maintenant construire des expressions booléennes un petit peu plus complexes pour que nous puissions faire notre choix. Alors je vais simplement mettre quelques petites propriétés en lumière sur les opérateurs booléens. En fait, que vous écriviez l'opération A et B ou que vous écriviez B et A, en fait, vous écrivez la même chose. On va se rendre compte qu'il y a énormément de propriétés au niveau des opérateurs booléens qui vous permettent en fait d'avoir des équivalences. En fait, peu importe le sens. A et B et A sont complètement équivalents. A ou B, B ou A sont aussi équivalents, en fait, peu importe le sens dans lequel vous allez mettre l'opérande. Si vous avez une expression booléenne avec que des « et », vous n'êtes pas obligé de mettre de parenthèse, en fait, vous allez tomber systématiquement sur le même résultat, peu importe par quel côté vous commencez à solutionner votre expression booléenne. C'est vrai également avec l'opération OU. Par contre, si vous mélangez des « et » et des « ou », eh bien là, vous allez avoir un problème, puisque effectivement, il n'y a pas de priorité opératoire entre le « et » et le « ou ». Et en fait, quand vous mélangez des « et » et des « ou », suivant l'expression par laquelle vous commencez, vous risquez d'avoir des résultats différents. Donc si vous mélangez des « et » et des « ou » dans une expression booléenne, vous avez intérêt à mettre en place des parentésages pour bien dire par quelle expression vous commencez. Ok. Donc, ces opérateurs logiques, alors on peut s'amuser sur la page précédente à faire l'étape de vérité pour vérifier les égalités, nous apportent en fait le résumé suivant, c'est que l'opérateur OU et l'opérateur ET sont commutatifs, c'est-à-dire qu'on peut les changer de place sans que cela change le sens de l'expression, et associatif, c'est-à-dire en fait que si vous n'avez une expression qu'avec des « et » ou une expression qu'avec des « ou », vous n'avez pas besoin de parenthésage, le résultat va être le même. On sait aussi que le OU et le et sont distributifs l'un par rapport à l'autre, c'est exactement comme ce que l'on a avec le plus et le multiplié dans les opérations arithmétiques classiques. Et il faut naturellement des parentésages pour préciser les priorités opératoires lorsque vous mélangez dans une même expression des et des ou. Enfin, les lois de De Morgan s'appliquent. Les lois de De Morgan, c'est simplement des équivalences entre les expressions booléennes. On les a un petit peu plus détaillées dans les opérateurs, dans les instructions de base, la vidéo précédente de la playlist, donc je ne reviens pas vraiment dessus à ce niveau-là. Alors on va juste faire un petit cas pratique pour essayer de s'entraîner avec ces opérateurs et essayer de voir comment est-ce que je peux les mélanger. Alors je vais écrire un petit algorithme qui va me déterminer si une année qui est donnée par un utilisateur est bissextile ou non. Alors comment je sais qu'une année est bissextile? Eh bien je sais qu'une année est bissextile lorsqu'elle est divisible par 4 mais pas par 100, ou alors qu'elle est divisible par 400. Voilà les conditions qu'il faut que je vérifie pour savoir si mon année est bissextile. Ensuite on pourra tester, par exemple 2000 est bissextile puisque 2000 est divisible par 400, 1900 ne l'est pas parce que 1900 est bien divisible par 4 mais n'est pas divisible par 100, donc c'est pas une année bissextile, et 2020 en est une puisqu'elle est divisible par 4 et pas par 100.
Donc on va essayer de reprendre ces trois conditions-là, et on va essayer de vérifier qu'une année qui est donnée par un utilisateur est bien bissextile ou non. Alors ça c'était ma fonction de parité. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je vérifie déjà au niveau des variables? Alors au niveau des variables, eh bien, si je demande une année à un utilisateur, ben, cette année il faut que je la stocke. Alors une année c'est quoi? Ben, c'est simplement un nombre entier. Hein. Je ne vais pas m'embêter, je vais simplement dire qu'une année c'est un nombre entier. Je pourrais effectivement la déterminer aussi en chaîne de caractères. Le seul problème c'est que dans l'algorithme qui est ici, c'est je veux faire des opérations arithmétiques dessus. Je veux savoir si elle est divisible par 4, si elle est divisible par 100, donc je suis obligé en fait d'utiliser l'année en tant qu'entier. Je marque donc le début de mon algorithme et j'en marque la fin. Alors la première chose que je dois faire, c'est tout simplement demander l'année à l'utilisateur. Donc il va me donner une année. Cette année, je dois la saisir. Donc dans année, je vais stocker l'année qui a été donnée par mon utilisateur. Ok. Maintenant, je dois déterminer si l'année est bissextile ou non. Donc ça veut dire que je vais me retrouver avec une structure. Si une certaine condition, alors je veux afficher l'année est bissextile. Sinon, je voudrais afficher l'année n'est pas bissextile. Ainsi. Ok. Maintenant, il me reste simplement, donc ma structure elle est en place. Hein. Si une certaine condition, alors j'affiche que l'année est bissextile. Sinon, je vais afficher que l'année n'est pas bissextile. J'ai donc juste à remplir ici ma condition. Alors ma condition c'est quoi? Une année est bissextile lorsqu'elle est divisible par 4 mais pas par 100, ou alors elle est divisible par 400. Donc ça veut dire, si je reprends, donc ça veut dire que mon année est divisible par 4 mais pas par 100, ou alors elle est divisible par 400. Divisible par 400. Voilà, donc là j'ai toutes mes informations pour m'occuper de ça. Alors divisible par 4 mais pas par 100, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien on avait vu que quand le reste de la division entière par 2 était égal à 0, eh bien on avait un nombre qui était pair, donc un nombre divisible par 2. Donc si je veux un nombre qui est divisible par 4, eh bien je vais simplement prendre l'année, prendre le reste de la division entière de l'année par 4, et si ça c'est égal à 0, ça veut dire que mon année en fait est multiple de 4. Ok, mais pas par 100. Donc ça veut dire que il faut que l'année soit divisible par 4 et que à la fois elle ne soit pas divisible par 100. Alors divisible par 100, bah, je vais utiliser le même procédé, hein, si je prends le reste de la division entière par 100, mais cette fois-ci je ne veux pas que ce soit divisible par 100, donc je vais dire que cette fois-ci ça doit être différent de 0. Ok, et donc j'ai introduit mon année, j'ai un opérateur que je sais faire, je sais comparer à 0, j'ai le et qui est ici, qui est un opérateur logique qui peut permettre de cumuler deux expressions, j'ai encore le ou qui est ici, et il faut que je m'occupe encore de cette partie-là. Divisible par 400, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends l'année et que je prends le reste de la division entière par 400, normalement je devrais avoir 0. Et donc si soit je suis dans ce cas-là et j'ai une année bissextile, soit je suis dans ce cas-là et j'ai aussi une année bissextile. C'est bien ce qu'exprime le ou. Le ou va me retourner vrai si l'une des deux conditions est vraie. Dans cette condition-là, vous voyez que j'ai un et j'ai un et qui va être vrai seulement si ça c'est vrai, si l'année est divisible par 4, et que ça c'est vrai, l'année n'est pas divisible par 100. Et j'ai donc en fait construit tout simplement un petit programme qui va me déterminer si une année est bissextile ou non. Ok, bah voilà, mon algorithme est terminé et il fonctionne normalement correctement. Il ne me reste plus qu'à l'implémenter pour vérifier si effectivement 2000 est bien une année bissextile, 1900 n'en est pas une et 2020 en est une. Alors pour l'instant, on a vu des cas, effectivement, où quand on réagissait sur une condition, soit la condition était vraie, soit elle était fausse. On était vraiment sur une condition plutôt binaire,
on avait sur une condition, voilà, c'est juste ou c'est faux, mais j'ai pas d'entre-deux. Parfois, la condition, elle peut être un petit peu plus compliquée que ça. On peut simplement avoir des conditions multiples, c'est-à-dire des conditions qui sont de nouveau bâties sur le résultat d'une condition. On a besoin parfois de différencier plus de 2 cas. On peut par exemple avoir une condition qui va aboutir sur 4 cas, 5 cas ou 6 cas ou plus. Pour cela, en fait, il est possible de rebondir directement sur une condition dans le else. C'est-à-dire que vous avez une condition 1, si elle est remplie, je vais faire les instructions de la condition 1. Sinon, eh ben, je rebondis directement sur une condition 2 et je vérifie si cette condition 2 est vraie. Et je peux rebondir comme ça sur des conditions autant de fois que j'en ai besoin. Et donc je vais me retrouver en fait à exécuter des instructions qui sont exécutées si la condition 1 est fausse et que la condition 2 est vraie. Si à la fin de toutes mes conditions multiples, je n'ai jamais trouvé un cas qui convient, eh bien j'aurai un sinon qui va en fait dire ce qui se passe lorsque toutes les conditions du dessus ont été évaluées à fausse. Et ça va me donner encore une fois une latitude supplémentaire, puisque cette fois-ci, ça va me permettre de faire plus de 2 choix au niveau de mes conditions. Alors là aussi, je vous propose simplement de prendre un petit exemple pour comprendre comment ça marche. On va simplement évaluer un petit peu de température et on va donner un libellé à la température qu'il fait. On va demander la température qu'il fait à un utilisateur et en fonction de la valeur donnée par la fonction de la température que donne l'utilisateur, on va lui écrire soit il fait froid si la température est inférieure à 0, il fait frais si la température est entre 0 et 15, il fait chaud lorsque la température est entre 15 et 30, et il fait trop chaud lorsque la température est au-dessus de 30. Ok. Donc en fait, on s'aperçoit que là, on a plusieurs cas de figure, on en a 1, 2, 3, 4. On a 4 cas de figure, et donc en fait, il va falloir aller un petit peu plus loin que la structure conditionnelle, si alors sinon de base. Ok, ça marche. Donc on va simplement rebondir systématiquement sur une nouvelle procédure à chaque fois. Donc je vais reprendre mon petit notepad et on va reprendre notre programme. Alors qu'est-ce que l'on veut? On veut que l'utilisateur puisse saisir une température. Cette température, je vais devoir la saisir. Donc je vais créer un T. Alors la température, je vais la prendre entière. On va dire que la température, il la saisit en entier. Alors ok, on pourrait avoir 25 degrés 3. Bon, on va la prendre T entier. Et on va considérer que l'utilisateur va nous saisir en fait une température entière. Alors je vais lui demander de me donner la température. Et je vais donc saisir la température qu'il me donne. Je vais la saisir et je vais la stocker dans la variable T. Ok, donc T maintenant contient la température qui m'a été donnée par l'utilisateur et je vais donc en fait essayer de déterminer un libellé en fonction de la valeur de T. Alors j'ai dit quoi? J'ai dit si T, alors je vais juste garder les valeurs, si T est inférieur à 0, c'est qu'il fait froid. Alors, ok, donc si T est inférieur à 0, alors je vais afficher simplement il fait froid. Ça marche. Sinon, sinon je vais tout de suite rebondir sur une nouvelle affirmation, une nouvelle expression. Si la température est supérieure ou égale à 0 et inférieure à 15, ok, donc si T est supérieur ou égal à 0 et T inférieur à 15, alors je vais afficher quoi? Il fait frais. Ok. Ça marche. Alors là, on peut déjà s'arrêter à ce niveau-là pour voir si on ne fait pas des étapes de trop. Alors, si la température est inférieure à 0, je vais afficher il fait froid. Sinon, sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas allé dans mon premier cas. Et ça veut donc dire que la température n'est pas inférieure à 0. Donc en fait, le test que je fais ici, il est complètement inutile. Je suis sûr déjà que ma température n'est pas inférieure à 0, sinon je serais allé dans ce cas-là. Donc là, je pars du principe que ma température est supérieure à 0, et donc je n'ai qu'une seule chose à tester, c'est est-ce que ma température est inférieure à 15. Vous voyez, finalement, je n'ai pas à tester l'intervalle, je n'ai pas à tester la valeur basse, parce que si la température avait été inférieure à 0, je serais passé de ce côté-là. Donc je ne vérifie que la température inférieure à 15. Je vais garder ce principe-là pour la suite. Donc la suite, c'est quoi? Je vérifie si c'est supérieur à 15 ou inférieur à 30. Mais forcément, si j'arrive dans le sinon,
eh bien ça veut forcément dire que la température n'est pas inférieure à 15, donc elle est au moins à 15. Et donc la seule chose que j'ai à vérifier, c'est que si la température est inférieure à 30, alors je fais quoi? J'écris il fait chaud. Afficher il fait chaud. Voilà. Et sinon, sinon, on me dit si la température est supérieure à 30, mais la température supérieure à 30, je l'ai déjà testé, parce que si je suis dans le sinon, ça veut dire que si je ne suis pas tombé dans T inférieur à 30, et bien forcément dans le sinon, je suis supérieur à 30. Donc je ne suis pas obligé de rebondir ici sur une condition, et je mets tout simplement il fait trop chaud. Voilà. Et je mets fin à ma structure si, pour que je vois bien que ma structure si qui a débuté ici, en fait, elle se termine au fin si. Et j'ai simplement construit mon algorithme maintenant, et vous voyez que je me suis débarrassé des conditions qui ne servaient à rien, qui étaient inutiles, pour ne garder finalement que les conditions qu'il me fallait pour afficher mes différents résultats. Voilà. Et donc, cette structure, eh bien, si la température est inférieure à 0, j'affiche ça. Sinon, ça veut dire que la température est supérieure à 0, mais si elle est inférieure à 15, j'affiche ça. Sinon, ça veut dire que la température est supérieure à 15, mais si en plus elle est inférieure à 30, j'affiche ça. Sinon, ça veut dire que la température est supérieure à 30, puisque pour l'instant, j'ai aucun des autres cas qui n'a été validé. Et si je suis ici, je suis forcément dans une température qui est supérieure à 30. On a une autre façon que l'on retrouve dans les langages de programmation, la plupart du temps, pour exprimer une condition multiple. Là, on peut le faire avec une structure selon que. Et en fait, la structure selon que, elle va plutôt s'utiliser lorsque on a un nombre fini de solutions que peut adopter la structure. Par exemple, vous laissez le choix d'une couleur à un utilisateur. Les couleurs sont au nombre de 3 qui sont rouge, bleu, vert, par exemple. Eh bien, vous vérifiez que selon qu'il ait choisi rouge, bleu ou vert, vous allez réagir différemment. Et donc, tout simplement, c'est qu'on a un nombre fini d'éléments, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a ici que 3 choix. Au niveau des températures que l'on vient de voir avant, et en fait, l'utilisateur avait plus que 3 choix, et nous, ce que l'on a fait, c'est que l'on a vérifié si la température était dans un intervalle. Ici, on est plutôt sur la notion, on va essayer de vérifier que ce qui a été saisi correspond à une des valeurs possibles. Et donc, cette structure, eh bien, c'est la structure selon que, qui se traduit la plupart du temps dans les langages de programmation par la structure switch. Et donc, on va évaluer la valeur d'une variable, et selon que cette variable la valeur de cette variable soit égale à une valeur, eh bien, on va lancer des instructions qui correspondent à cette valeur de variable. Alors, cette structure peut être facilement remplacée par la structure que l'on vient de voir, la structure de conditions multiples, qui rebondit systématiquement sur une nouvelle condition à chaque fois qu'elle passe dans le sinon. Voilà, donc effectivement, il y a des gens qui préfèrent en fait utiliser toujours la condition multiple que cette structure selon que, mais je vais quand même vous montrer comment elle existe, comment l'utiliser. Alors, je vais encore l'utiliser au travers d'un petit exemple. Cette condition multiple, on va écrire un algorithme qui nous donne un affichage en fonction du nombre de joueurs. On estime voilà, qu'il y a des amis qui se réunissent, ils regardent combien ils sont, et ben s'ils sont 5, ils font un match de basket, s'ils sont 7, ils jouent au handball, s'ils sont 11, ils jouent au foot, s'ils sont 15, ils jouent au rugby, et dans les autres cas, on fait un ballon prisonnier, on fait un dodgeball. Ok, donc là vous voyez qu'on est vraiment dans ce cas-là où on a un nombre fini d'éléments. Si on est 5, 7, 11, 15, et ensuite on a un cas qui gère tous les autres cas. Donc on est vraiment sur un nombre fini d'éléments. Ok, alors je vous propose encore une fois de prendre un petit notepad et de commencer à écrire l'algorithme de cette fonction-là. Alors au niveau des variables, qu'est-ce que je dois stocker ici ? Alors ce que j'aimerais retenir en fait, c'est combien de joueurs j'ai à ma disposition pour savoir quel est le sport que je vais leur proposer. Donc, je vais déclarer une variable joueur, que je vais déclarer de type entier. On a rarement des demi-joueurs ou des quarts de joueurs, donc on a vraiment des joueurs qui sont nombre de joueurs qui est un nombre entier. Et donc tout simplement, je vais commencer mon algo, je vais fixer le début et la fin. La première chose que je vais demander en fait, c'est qu'il faut que je récupère le nombre de joueurs. Donc je vais demander combien de joueurs. Voilà. Et je vais saisir le nombre de joueurs. Donc dans la variable joueur que j'ai définie
tant qu'entier, j'ai récupéré en fait le nombre de joueurs que j'ai à évaluer. Et ensuite, je vais évaluer le contenu de cette variable joueur. Alors, selon que joueur, voilà, donc selon le contenu de la variable joueur, je vais commencer par mettre la fin de ma structure selon. Alors, selon que joueur, soit 5. Qu'est-ce que j'avais encore comme valeur? J'avais le basket, j'avais le handball, soit 7, soit 11 pour le foot, et soit 15 pour le rugby. Alors, soit 5, bah, je vais afficher tout simplement on joue au basket. Voilà. Si on est 7, je vais tout simplement afficher on joue au handball. Voilà. Si on est 11, je vais afficher on joue au football. Si on est 15, afficher on joue au rugby. Voilà. Et dans les autres cas, bah, je vais simplement mettre en fait une structure sinon, comme dans la structure si. Sinon, bah sinon ici veut simplement dire bah, on n'est ni 5, ni 7, ni 11, ni 15. On est vraiment dans un autre cas. Et bien dans ce cas-là, on va simplement dire on joue au dodgeball. Voilà. Donc, structure un petit peu alternative par rapport au si, sinon imbriqué qu'on avait vu tout à l'heure. Cette structure ne marche que si vous avez en fait un nombre fini d'éléments. Elle ne permet pas en fait de filtrer par intervalle. Avant, j'ai filtré les températures par intervalle, hein, si c'était supérieur à 15 et inférieur à 30. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire ici. Je vais être limité en fait à vraiment avoir un nombre fini d'éléments sur lequel je vais pouvoir rebondir. Mais si vous êtes dans ce cas-là, c'est une structure qui marche très bien. Alors certains langages de programmation utilisent cette structure et l'appellent, c'est la structure switch. Certains langages de programmation ne la proposent pas parce qu'en fait ils estiment tout simplement que la structure de si sinon imbriqué, enfin si sinon multiple que l'on a vu tout à l'heure en fait suffit en fait à couvrir tous les besoins en termes de choix multiples au niveau des conditions. Ok, ça marche. On va encore s'arrêter un petit peu sur cette notion de condition imbriquée. Si la structure conditionnelle, si alors sinon, que l'on avait vu depuis le début, nous permet de réagir sur une condition et lancer des instructions, et bien ces instructions peuvent contenir, elles aussi, une structure si alors sinon. Et on appelle ça donc une condition imbriquée. Par exemple, ici, qu'est-ce que j'ai mis? Tout simplement, c'est que j'ai fait un test sur la température. Alors si la température est supérieure à 0, eh bien les instructions qui sont exécutées contiennent de nouveau une structure si alors sinon que j'ai ici marquée en vert. Si je vais dans le sinon de la première condition, ça veut dire que la température n'est pas supérieure à 0, donc ça veut dire qu'elle est inférieure à 0. Et dans ce cas-là, je vais afficher qu'il fait froid. Si elle est supérieure à 0, eh bien je vais me retrouver encore avec deux cas. Si la température est inférieure à 20, alors je vais écrire qu'il fait frais. Sinon, je vais écrire qu'il fait chaud. Donc ça veut dire en fait que les instructions dans un si ou dans un sinon peuvent en fait elles-mêmes de nouveau contenir une structure imbriquée. J'ai le droit en fait de construire des structures imbriquées comme ça qui vont me permettre en fait de réagir à plusieurs conditions. La condition imbriquée, elle va nous permettre des fois de décomposer une condition complexe, parce que des fois, c'est pas toujours facile de comprendre la condition qui est derrière, et ça va me permettre de, si vous voulez, me simplifier un petit peu la compréhension d'un problème complexe. Alors, j'ai pris un petit programme qui m'a été, un petit algorithme qui m'a été inspiré de Charles Petzold hein, dans son livre code, et qui essaie de chercher en fait si un chat convient à une personne. Donc vous avez une personne qui a des idées très arrêtées, hein, vous avez une personne qui a des critères pour sélectionner son chat, elle vient avec ses critères, et donc elle vient dans une animalerie, et donc on va simplement aider la personne qui va lui proposer des chats à savoir si le chat convient à ses critères ou pas. Et donc la personne en fait s'exprime avec des critères volontairement complexes pour que l'on puisse un petit peu décomposer ces différents critères et que l'on puisse en fait en écrire un algorithme qui réponde à ces questions.
Alors qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Eh bien cette personne, en fait, elle vient, rentre dans l'animalerie et elle dit qu'elle désire un chat mâle castré, soit blanc ou brun, ou une femelle castrée, peu importe la couleur, tant que ce n'est pas blanc, ou alors n'importe quel chat s'il est noir. Et donc vous voyez en fait qu'il y a plusieurs critères déterminants dans cette phrase. Il y a le sexe du chat qui rentre en ligne de compte, il y a le côté castré ou non qui rentre en ligne de compte, et il y a la couleur du chat qui rentre en compte. Donc on est sur 3 critères, mais le fait que la combinaison de ces critères, de ces 3 critères en fait, et des valeurs de ces différents critères, peut rendre en fait l'expression un petit peu complexe. Et donc on va essayer de la décomposer grâce à une structure de si imbriquée, et donc on va essayer de comprendre un petit peu comment tout ça, ça marche. Donc elle a 3 critères qui sont le sexe, le critère de castration et la couleur. Et ensuite, on va simplement essayer de déterminer quel chat pourrait correspondre à la personne. Alors, je vais mettre ça en dehors. Donc, dans les variables, ce que l'on va mettre, tout simplement, c'est les 3 critères en fait sur lesquels elle s'exprime. Donc, on a la couleur. Alors, la couleur, on peut dire que c'est une chaîne de caractères. Hein. Ça va être la couleur du chat. Le deuxième critère, on peut dire que ce serait est castré. On pourrait dire, alors est castré, c'est quoi? Ça pourrait être oui, il est castré, non, il n'est pas castré, donc ça serait du booléen. Le booléen serait parfaitement adapté pour savoir en fait que on est ou on n'est pas. Donc on est vraiment nouveau sur cette idée de binaire, hein, de vrai ou de faux, donc on peut utiliser quelque chose dans le booléen. Et enfin, la dernière chose que l'on utilise, c'est le sexe, savoir le sexe du chat, qui va de nouveau être une caractère, par exemple, qui va contenir, par exemple, mâle, femelle. Hein. Ok. Donc j'ai le début de mon programme. Alors je vais simplement reprendre un petit peu les notions là. Je vais lui demander la couleur du chat. Je vais lui demander le sexe du chat. Je vais faire ça assez vite, hein, maintenant. C'est des instructions de base. Et je vais demander castré. Ok. Et je vais naturellement récupérer toutes les informations que va me donner l'utilisateur dans des variables vraiment prévues à cet effet. Donc la couleur, je vais la récupérer dans la variable que j'ai définie en haut qui s'appelle couleur. Le sexe, je vais le récupérer dans la variable que j'ai définie en termes de chaîne de caractères, sexe. Et enfin, la castration, c'est un booléen donc, que j'ai mis en place. Je vais donc saisir le critère est castré pour mon chat. Et maintenant, en fait, il ne me reste plus qu'à traduire la phrase de cette brave dame, ou de ce brave monsieur, hein, je ne sais pas qui c'est, cette personne, en fait, qui veut récupérer un chat. Je vais simplement la mettre ici, cette phrase, pour ne pas être obligé de revenir à chaque fois. Donc, une personne désire un chat mâle castré, soit blanc ou brun, une femelle castrée, peu importe la couleur, tant que ce n'est pas blanc, ou alors n'importe quel chat, s'il n'est pas noir. N'importe quel chat, s'il est noir, pardon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je m'aperçois que cette partie-là, en fait, elle va être facilement traitée. Si j'ai un chat noir, en fait, j'ai aucun autre critère, je vais le prendre. Et donc, en fait, je pourrais tout simplement dire, bah, si couleur égale noir, tout simplement, alors, bah, je vais afficher que le chat convient. Voilà. Et donc, je me suis déjà débarrassé, en fait, d'un premier critère, qui est, peu importe, ou alors, que n'importe quel chat, s'il est noir. Donc ça, je peux l'enlever. Ok. Donc, si je suis dans le sinon, ici, ça veut dire que je suis dans le sinon, ça veut dire que je suis dans le cas où le chat n'est pas noir. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux regarder encore dessus? Alors, je vais avoir, je peux faire une distinction sur le sexe. Alors, désire un chat mâle castré, soit blanc ou brun, ou une femelle castrée, peu importe la couleur, tant que ce n'est pas blanc. Ok. Alors, on va peut-être distinguer le mâle de la femelle, ce qui va nous permettre, en fait, d'avoir deux cas. Donc, je vais dire, tout simplement, si sexe égale... Donc, c'est de la chaîne de caractères, hein, je vais essayer de respecter ça. Oui. Si sexe égale femelle, alors... Et le sinon,
Bah, sinon, si le sexe n'est pas égal à femelle, ça veut tout simplement dire que mon chat est mâle. Ok. Donc, si je veux un chat mâle, ce qui va correspondre comme critère, c'est ça. Si je suis dans le mâle, je vais avoir ça. Et si elle désire une femelle, elle veut une femelle comme ça. Voilà. Donc, ça je vais enlever ça. Donc je n'ai plus qu'à traduire maintenant, en termes de si alors sinon, chacune en fait de ces deux expressions. Donc, je vais commencer par la femelle. Donc si la femelle est castrée, peu importe la couleur, tant que ce n'est pas blanc. Bon, ben je vais dire tout simplement, si... Alors, le est castré, c'est un booléen, ok. Donc je veux une femelle castrée, donc je vais prendre le critère est castré qui a été saisi ici, qui est un booléen, donc je peux l'utiliser comme ça, si est castré, et peu importe la couleur, tant que ce n'est pas blanc, et couleur, du coup, différent de blanc. Alors, si je suis là-dedans, eh bien j'ai réalisé les demandes de la personne qui demande son chat, et je vais donc afficher en fait simplement le chat convient. Sinon, sinon je me retrouve avec une femelle qui n'a pas les critères qui est demandé par ma personne, et donc tout simplement je vais mettre le chat ne convient pas. Voilà. Et je vais terminer mon fin si. Je vais enlever ma phrase qui est ici, qui ne me sert plus à rien, et j'aurai donc écrit en fait mon fin si. Voilà, imbriqué. Donc, ça veut dire tout simplement, si je suis ici, c'est que le chat n'est pas noir. Ensuite, je vérifie si c'est une femelle. Alors, si c'est une femelle, si elle est castrée et la couleur n'est pas blanc, alors le chat convient. Sinon, le chat ne convient pas. Il me reste juste encore à faire le test pour le mâle. Alors, qu'est-ce que je veux pour le mâle? Si je veux un mâle castré, ok, soit blanc ou brun. Donc je le veux castré et, donc attention je mets les parenthèses parce que je suis obligé, puisque là je vais avoir un ou, donc je suis obligé de mettre les parenthèses pour savoir quelle est la priorité opératoire. Et soit la couleur est égale à blanc, ou la couleur est égale à brun. Dans ce cas-là, je vais mettre mon alors. Si je suis dans ce cas-là, je vais simplement afficher que le chat convient. Sinon, sinon, en fait, ça veut tout simplement dire que j'ai un chat mâle, puisque je suis dans le sinon, ça veut dire que je ne suis pas avec une femelle. Donc ça veut tout simplement dire que ici, le chat ne convient pas. Voilà. Ici, je vais fermer ça, je vais fermer mon fin si, et normalement, j'ai tous les critères. Voilà. Donc je me suis basé sur les trois critères qui sont le sexe, la couleur et l'état de castration. Et à partir de là, en fait, je suis arrivé à déterminer un petit programme qui va permettre à l'animalerie de savoir en fait si l'animal, le chat, convient effectivement à la personne qui est venue avec ces critères, peut-être un petit peu alambiqués, mais on est quand même arrivé en fait à lui solutionner son problème. Ok, ça marche. Bon, voilà. On a retrouvé le bon chat. On est arrivé à déterminer des conditions assez complexes finalement. On est arrivé à monter des conditions complexes grâce à justement des structures si imbriquées. Vous voyez que là maintenant, on a dans le sinon, on est reparti sur un si imbriqué. Et même dans ce si qui était basé sur le sexe, on a de nouveau un si qui est imbriqué qui nous permet en fait de réagir encore à d'autres conditions. Donc ça va nous permettre en fait de faire des choix sur plusieurs critères, même sur les mêmes critères, mais plusieurs valeurs. Et donc ça va nous donner en fait une certaine flexibilité à nos programmes. Donc nos programmes ne sont maintenant plus linéaires, en fait ils s'exécutent plus du début à la fin en traitant simplement de façon individuelle chacune des instructions. Maintenant il y aura des instructions qui ne seront plus exécutées en fonction en fait de certaines expressions ou de certaines valeurs de variables que nous allons donner à notre programme. Ok, donc plus de flexibilité, ça va nous permettre de résoudre beaucoup plus de problèmes avec le même programme. Alors, première structure que nous voyons un petit peu de choix, de décision, c'est la structure conditionnelle, si, alors, sinon. Et cette structure, elle est très importante parce qu'elle est très utilisée même quand vous allez travailler sur des problèmes complexes. Le fait de donner à l'ordinateur la possibilité de faire un choix
de réagir de différentes façons en fonction de la valeur d'une variable ou d'une condition posée, en fait, c'est l'ouverture à quelque chose de très flexible. Cette fois-ci, le programme n'est plus quelque chose de très rigide qui se déroule du début à la fin, mais va permettre, en fait, selon les valeurs qui sont utilisées, selon les valeurs qui sont données par l'utilisateur, de, en fait, lancer plutôt des instructions plutôt que d'autres. Et donc, ça commence à être très intéressant, puisque maintenant, un programme va pouvoir résoudre plusieurs problèmes. Avant, il était vraiment basé sur un seul problème, il était vraiment très figé. Maintenant, on va permettre à un seul programme en fait, de pouvoir gérer plusieurs problèmes de complexité différentes, et il va pouvoir en fait régler ces problèmes-là en faisant ses propres choix. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Il nous reste encore d'autres structures à voir qui vont nous permettre notamment de répéter des instructions, ça va être les boucles, et donc on va voir ces instructions très rapidement parce qu'elles aussi, elles sont basées sur des conditions. Et donc, on va voir que l'approche va être sur quelques points assez similaires à ce que nous venons de voir. Donc, je vous dis à très vite pour voir cette notion de boucle, ces structures itératives qui vont nous permettre de répéter des instructions plusieurs fois sans avoir en fait à les répéter dans le code. À bientôt!